Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de ceux et celles qui créent des histoires. Dans ce 3e épisode, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Genevray, l'un des 2 co-scénaristes de La Nuée, film de genre français à base de drame familial et de sauterelles. Depuis la quinzaine des réalisateurs à Cannes jusqu'au prix de la critique et du public de Gérard May, en passant par les Inrocks ou Télérama, le long métrage vient de réussir l'exploit de mettre d'accord spécialistes et spectateurs. Entre 2 rencontres avec le public et en pleine promotion du film, Frank Victor, le 2e scénariste, fera également une apparition dans cet épisode. Avec eux, nous tâcherons d'en savoir plus sur l'écriture d'un film de genre. Comment écrit-on une histoire qui fait peur? Comment se crée le suspense? Comment passe-t-on d'une comédie sociale à un film d'horreur? La sauterelle est-elle l'avenir de l'homme? Faut-il sauver le chat? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités. Et ça commence maintenant. Bon Jérôme, pour démarrer notre podcast, nous avons une question rituelle et importante. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Vous avez 4 heures. Oui, alors je vais vous répondre de manière sensorielle et poétique. Ce qui fait une bonne histoire, c'est quand on a l'impression de vivre une autre vie. Donc ça se traduit par des émotions, par un côté immersif et certainement une forme d'enseignement spirituel, en tout cas d'enrichissement spirituel qui permet que même si on regarde la vie d'un tueur en série qui est père de famille, Dexter, ça nous apportera des clés de compréhension sur notre quotidien. C'est à ça que servent les contes, les mythes et les légendes. Et c'est pour ça que je ne rate quasiment jamais aucun soir à raconter de bonnes histoires et des histoires qui ont fait leur preuve à mes filles parce que c'est déjà un moment de convivialité où on partage en commun, un petit peu comme si on était au coin du feu dans une caverne. Et puis parce que je l'espère que ça va leur donner de l'enrichissement, des clés pour mieux choisir plus tard quand elles seront grandes. Justement, dans La Nuée, que tu as coécrit avec Frank Victor, il y a pas mal de questions de choix. D'abord, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire? C'est l'histoire de Virginie, une femme mère de 2 enfants, dont une adolescente, et son mari est mort, et elle essaye de subvenir aux besoins financiers d'une ferme qu'ils sont en train qu'ils exploitent. Et la solution qu'elle a trouvée, c'est de faire de l'élevage d'insectes comestibles, en l'occurrence des sauterelles. Elle a aussi une volonté de changer le monde à son échelle et donc de faire des choix qui soient écologiques. Et elle va confondre en fait les moyens et la finalité. C'est-à-dire que ça va devenir obsédant, son besoin de réussite pour protéger ses enfants, mais elle va mettre malheureusement de côté un petit peu ses enfants au profit de son nouveau bébé que va être cette nuée. Et là, tel que tu le racontes, ça a l'air très intellectuel et tout ça, mais c'est un film de genre. Puis c'est une comédie surtout, on rit beaucoup. Oui. Moi j'ai plutôt été dans le malaise. Mais comment tu le définirais toi? Est-ce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est un film de malaise? Est-ce que c'est un drame? Avec Frank Victor, donc mon ami et co-scénariste, on voulait faire un drame familial horrifique. Nos modèles, c'est principalement les films d'horreur des années 70 et un petit peu des années 80, mais même encore avant. Alors dans les années 70, je pense en particulier aux Dents de la Mer de Spielberg. Dans les années 80, je pense à La Mouche. On a pensé à La Mouche de David Cronenberg, ou par exemple Les Oiseaux de Hitchcock. Et de manière générale, ce qu'on aime, c'est cette jonction, ce mélange entre les contes où on va aller vers une métaphore qui va être appuyée grâce à un élément fantastique qui permet de prendre des libertés par rapport à la réalité, mais c'est toujours au profit d'une histoire intime entre quelques personnages. Qu'est-ce qui a déclenché l'histoire? C'est les sauterelles, cette envie de drame familial? À l'origine, c'était des questions écologiques en fait. En me posant des questions sur comment améliorer notre alimentation, en lisant des articles sur ces possibilités d'alimentation avec des insectes qui permettaient de limiter l'empreinte carbone, de limiter les ressources d'eau pour un apport en protéines très très fort. Donc là, il y avait cette première réflexion-là que j'avais mis dans un autre coin, et puis j'avais envie de faire un conte écologique qui soit pas culpabilisant. Moi, j'ai la conviction que si on veut s'en sortir d'un point de vue de l'écologie, il faut pas dire qu'on va tous mourir et que c'est la faute des générations passées, mais au contraire essayer de s'unir
Et le meilleur moyen de s'unir, c'est par l'amour, sans vous dévoiler le déroulé de l'histoire de la nuée, pour donner un message d'espoir, mais sans mettre de côté la gravité de la situation. Donc c'est pour ça qu'on a un drame familial horrifique. Et du coup, comme c'est un drame familial horrifique, il y a des médias qui ont qualifié le film de croisement entre Ken Loach et Cronenberg. Ça t'a fait plaisir, ça? Ah bah oui, carrément, oui. Ouais, carrément. Alors Cronenberg, ça on le revendique clairement, on est moins glauque que lui, je pense, mais de Cronenberg, on retient cette noirceur et cette âpreté qu'on retrouve principalement dans La Mouche, mais dans Crash. On sent justement les hommages, moi je trouve, quand on voit le film. Est-ce que c'est des fois visuellement, il y a des clins d'œil? Est-ce que c'était écrit dans le scénario et ça venait de toi? Ou est-ce que c'était des apports du réalisateur, ça? C'est impossible de dire en fait, parce que c'est un film qui s'écrit à deux, mais avec Juste qui a eu sa part d'auteur. Juste qui est le prénom du réalisateur. Voilà. Juste ça Philippot. Me rappelle un film, ça. Voilà. Juste Philippot qui est le réalisateur et qui a eu sa part d'auteur et respectueux de notre histoire. Ça a été un travail successif, mais dont le résultat, on est tous les trois très fiers, et ça aurait été un film différent s'il y avait pas eu Juste, si on l'avait pas écrit, bien entendu, mais donc c'est vraiment le côté collectif en fait. Puisqu'on est sur les influences et tout, je sais pas si on avait prévu d'en parler après, mais est-ce que je peux demander si La Chèvre, c'est une référence à Jurassic Park? Alors c'est drôle que tu poses cette question-là, parce que quand on a fait des présentations avec Franck Victor en salle, on nous a posé cette question. Oui. Clairement, c'était pas une référence consciente. Ouais. En revanche, nous sommes tous les deux très fans du premier Jurassic Park. Ouais. Et effectivement, cet épisode de La Chèvre intervient pile au milieu, au midpoint, où l'horreur apparaît réellement dans le film. Mais c'est ça qui fait plaisir, c'est de se dire, voilà, nous on a une proposition, et puis après, il y a une réinterprétation. Et les spectateurs peuvent s'approprier le film et y voir autre chose. Ouais. Alors, nous, c'était beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire que les chèvres sont des animaux domestiques. L'histoire qu'on s'était racontée, la fameuse backstory de cette ferme, c'est qu'il y avait eu un élevage de chèvres, et puis il en restait qu'une, et comme c'est un animal domestique et que et qu'avant il y avait des chèvres, voilà, ça représentait un peu le père finalement qui s'est suicidé à la tâche. Quand vous vous êtes dit, on veut que ça soit de l'horreur, est-ce que vous avez réfléchi aux différents types d'horreur? Et comment vous avez décidé que ça serait ce style-là? Sur le choix de l'horreur et à quel point pousser les curseurs et finalement de la tonalité, c'est pas des questions en fait qu'on se pose directement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être finalement le personnage et l'histoire qui va nous amener logiquement, si on essaye de pousser la dramaturgie dans des situations qui deviennent horrifiques. Alors bien sûr, quand on veut raconter une histoire, on va choisir un genre. Mais nous, on s'est toujours dit, le genre, c'est secondaire. On veut déjà écrire une histoire. Et à chaque fois qu'on avançait dans l'histoire, on retirait, si j'ose dire, la couche de genre pour se dire, est-ce que l'histoire fonctionne encore? Ça reste que ce conflit intime, familial entre 3 personnes ou 2 personnes marche. Même à la limite, est-ce qu'on peut remplacer les sauterelles par une autre addiction, une autre obsession au travail? Ça doit marcher. Donc après, c'est vraiment des choix de goût en fait, et surtout des choix organiques. Ouais, ce que j'ai beaucoup apprécié en parlant de genre et en parlant d'horreur, parce que comme je te disais tout à l'heure, je suis pas un grand fan de ça. Ouais, je crois qu'il faut qu'on avoue que ni Mike ni moi ne supportons les films d'horreur. Voilà. Et du coup, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas trop les films d'horreur, qui se disent est-ce que je vais aller voir La Nuée ou pas? Et alors, ce qu'on peut dire sans spoiler, c'est qu'il y a quelque chose que moi j'ai énormément apprécié, c'est que oui, ça met une tension pas possible, c'est fascinant, c'est captivant, mais il n'y a pas de scare jump, il n'y a pas de mécanique d'horreur, c'est-à-dire il n'y a pas les gros coups de violon d'un coup qui vont te faire sursauter, mais tout ça c'est artificiel. Là, tout est créé par justement l'histoire, l'ambiance, l'imagerie, les tensions dramatiques entre les personnes de la famille, les problèmes, comme tu disais, les allégories sur l'addiction, sur se signer à la tâche, presque la misère sociale en fait, qui peut être vraiment aussi terrifiante. Et tout ça se mélange avec le vrai genre, mais sans jamais avoir recours aux petites astuces faciles qu'on a des fois dans des films d'horreur. Donc si on n'aime pas les scare jump et sursauter et avoir peur de cette manière-là, on peut aller voir La Nuée parce qu'il n'y a pas de scare jump. Ça faisait partie de notre cahier des charges qu'on s'est fait en interne, comme le premier point dont je vous ai parlé, c'est toujours voir si l'histoire fonctionnait sans genre, sans horreur. Une histoire, c'est avant tout une histoire, puis finalement après en fait on choisit le genre. Vous prenez par exemple E.T., il y a eu une version
version d'E.T. qui était un film d'horreur, puisque Spielberg était plutôt dans cette logique-là à l'époque, pour finalement devenir un film où l'extraterrestre, c'est comme un animal de compagnie. Donc. Quand on me propose des projets de genre dans la bande dessinée, on me dit toujours « Alors moi, je voudrais faire un western ». Et souvent, j'ai des auteurs qui n'ont pas d'histoire à raconter, mais ils veulent faire un western. Donc ils sont tellement pris dans les codes du genre qu'ils ont oublié qu'il fallait que ça raconte quelque chose. Et je sais plus quel livre, peut-être toi tu t'en souviens, mais qui réutilise cet exemple d'E.T. Quand Spielberg pose la prémisse de son film, c'est la scène où ils sont dans la cuisine, le grand frère est en train d'aider la mère à faire la vaisselle, et le gamin joue tout seul. Et le grand frère dit « Elliot, tu pourrais nous aider ». Et Elliot dit « Eh ben non, j'ai pas trop envie ». Et son grand frère lui dit « Elliot, tu penses qu'à toi ». Et là, Spielberg pose une prémisse très lourde. Il dit « Elliot ne pense qu'à lui ». Puis Elliot va rencontrer E.T. Au début, il va s'en servir comme un petit animal de compagnie, comme tu disais, Jérôme, avec tu sais, la scène du chapeau où il le déguise comme un jouet. Ouais. Puis ensuite, ils deviennent amis. Et puis à la fin, Elliot, la fleur est en train de faner, Elliot est en train de faner, et puis finalement, E.T. s'en va. Moralité de l'histoire, si on aime les autres, on les aime plus que soi. Et donc, il raconte une histoire d'amitié, ce qui lui donne ce caractère universel, quoi. C'est comme la liste de Schindler, à la base, c'était une comédie. C'est délicat, mais je pense qu'ils ont juste prononcé. J'aime bien que tu as un doute. Je me suis dit, si c'est une blague, il va falloir qu'il l'assume. Je la couperai au montage. C'est ça. Mais ouais, non, ça c'est très juste ce que tu dis, Yannick, c'est que effectivement, si on choisit un genre et qu'on a envie de faire un film de fantôme, par exemple, ou un film de survival, on va se retrouver avec une histoire qui va être très dirigée par l'intrigue, le fameux plot driven, ce qui, bon alors là c'est que mes goûts personnels, mais je kiffe pas en fait en tant que spectateur, et c'est pour ça que j'aime moyennement les séries, parce que c'est souvent très plot driven, et que pour moi une bonne histoire, c'est une histoire qui est menée par un personnage qui va faire des bons choix, des mauvais choix, peu importe, mais c'est lui en fait qui va déclencher le monde autour de nous, et ça je pense que ça parle plus aux êtres humains, puisque nous on est toujours caractère driven en fait, on essaye de croire qu'on peut être plot driven avec le destin, d'autres croyances, mais non en fait nos choix nos choix et la perception dont on voit notre environnement, c'est ce qui va définir notre conscience. Donc en fait, tu es assez d'accord avec nos derniers invités, Léonie et Arthur, qui disaient ce qui fait une bonne histoire, c'est avant tout les personnages. 100%, ouais. 100%. On en revient à ça. Et ça, c'est aussi une question qui se pose dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, par exemple, c'est presque par essence aujourd'hui, avec les fameux mondes ouverts, c'est très plot-driven. Si en plus on rajoute une couche qui est FPS, donc enfin à la première personne, on est encore moins dans la caractérisation des personnages. Et moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce type de narration où finalement tout arrive par la fatalité. C'est pas ça la vie en fait, c'est pas la fatalité. En regardant le film, on s'est aussi demandé comment on écrivait le suspense. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas un film dans lequel on s'attend à la prochaine séquence. Moi, il y a plein de moments où je me suis dit « Ah, ils vont pas là où je pensais qu'ils allaient ». Constamment, ouais. Et du coup, c'est hyper agréable parce qu'effectivement, on évite d'enchaîner les poncifs du genre. Comment quand on est face à... Alors, déjà, peut-être tu peux nous expliquer comment vous écrivez à deux et comment on fait pour se dire « Bon, là, je vais pas tout dire parce que... » Comment on écrit à deux alors déjà, Franck Victor et moi, on se connaît depuis super longtemps. Plus de 20 ans, on a pratiquement commencé le cinéma ou presque ensemble. Vous étiez à l'école ensemble ? Non, on s'est rencontrés quand j'étais en train de réaliser avec un pote une web-série, à l'époque où il n'y avait pas encore YouTube, Dailymotion. Donc voilà, et lui était comédien, en fait, et on s'est rencontrés là-dessus, sur un des épisodes que je tournais, et puis on a continué, et lui à l'époque avait une carrière de comédien. Moi j'étais dans la réalisation, production et réalisation de pubs et de courts-métrages. J'essayais de faire mon premier long métrage, et chemin faisant, on s'est vraiment rejoint sur la narration en faisant les mêmes masterclass, en se posant des questions sur les méthodes, et on le fait toujours aujourd'hui parce que c'est un truc qu'il faut réviser, répéter, affiner en permanence, et en se passant souvent des scénarios qu'on écrivait en ayant des bons conseils. Et après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc je reviens à ta question, c'est que comme on se connaît depuis longtemps,
On connaît nos défauts et nos qualités, on arrive à maintenir notre ego à quelque chose qui est très raisonnable. Et surtout, quand on a une frustration, on en parle, comme il faut faire normalement quand on vit en couple ou avec des amis intimes, ce qui permet de désamorcer les choses. Et ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que on n'est pas capable de dire dans le scénario qui a apporté telle idée ou qui fait telle modification, et même en fait cette question n'a pas d'intérêt et ne se pose pas. Dans la même logique, quand l'un a une idée, entre guillemets, de génie, je dis mais bien entre guillemets, parce que quand on a une nouvelle idée, on pense qu'elle est super. L'autre fait vraiment, nous permet vraiment de savoir en fait où on en est. Et si l'autre n'est pas convaincu, c'est pas une question d'ego, c'est que soit l'idée n'est pas bonne, soit elle est pas bien exprimée, etc. Ou si à un moment, je pense à certaines scènes, l'autre n'était pas convaincu d'une direction de la scène, on se fait confiance. Donc ça permet de pas mal bosser. Avec Franck, en fait, on a un peu des esprits qui sont un petit peu différents et complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt analytique, là où Franck est plutôt créatif à 360. Donc moi, je suis le mec un peu psychorigide. Non, il faut que ça rentre dans la structure narrative. Et Franck est plus à partir dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, c'est vraiment positif. C'est la créativité pure. Donc on arrive aussi à s'équilibrer là-dessus. Et récemment, on s'est aperçu qu'on pouvait changer de position en fait. Mais qu'il y en avait toujours un qui prenait l'une des deux positions finalement pour calmer l'autre, essayer de le structurer pour que cette idée incroyable puisse fonctionner dans la logique de l'histoire, dans l'organicité de l'histoire, ou finalement non, on la met pas parce qu'on part sur une autre histoire. À ce stade de l'entretien, nous avons voulu savoir quelle était la position de Franck Victor à ce sujet. De l'autre côté de la France, dans le cadre de la promotion du film, nous avons réussi à le joindre par téléphone pour lui poser quelques questions. Voici ses réponses. On s'est rencontrés quand moi j'étais comédien et lui il était réalisateur, donc on a tourné pas mal de petites pubs, on a fait des pubs ensemble, tout ça. On a tourné un court-métrage qui s'appelle La Pomme d'Adam que j'avais écrit, qui était sur l'inversion des rapports hommes-femmes, et on s'envoyait respectivement nos projets régulièrement d'écriture, parce qu'on écrit chacun de notre côté. Il m'envoie tout le temps des pitchs, des histoires, etc. Sur lesquelles je réagis, je lui envoie mes histoires. Et il m'envoie La Nuit, qui était la même histoire, mais très différente. Il y avait beaucoup plus d'humour. Enfin, c'était pas exactement la même histoire. Et tout de suite, j'ai rebondi. Et puis, on se voyait souvent. Donc, j'allais dîner chez lui. On a commencé à discuter. Il m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on écrive ensemble? Et puis, il y avait déjà toute la base. Il y avait les sauterelles. Il y avait Virginie, mais qui avait 2 filles. Le projet avait déjà en germe beaucoup de choses. Mais ce qui m'a séduit vraiment, c'était le combat de cette femme seule dans un monde rural pour faire survivre ses enfants. Est-ce que tu peux nous raconter, tu l'as un petit peu fait, mais ton parcours avant La Nuée? J'étais comédien, j'étais formateur, j'étais prof de théâtre au cours Florent et prof de cinéma. J'étais prof aussi à l'ESRA de direction d'acteurs. Je fais beaucoup de coaching d'acteurs et j'ai commencé à faire de la mise en scène de théâtre il y a une dizaine d'années. Enfin, il y a 10 ans, j'ai fait mon premier court-métrage. C'était un film de vampire qui s'appelle Charmante Mira, que j'ai développé en long-métrage, qui s'est jamais fait. C'était un film très très cher à l'époque. J'étais très ambitieux. Enfin, je le suis toujours, mais c'était, je me rendais pas compte qu'à l'époque c'était impossible de faire un film de vampire à 25 millions d'euros. Et puis voilà, j'ai basculé de plus en plus vers l'écriture et la réalisation. Et puis après, j'ai fait des films pour les acteurs, donc pas des bandes démos, mais des films de commande, on va dire. Là, j'en ai fait plein, j'en ai fait 130, ce qui a été une super école. Et en parallèle, je faisais des stages d'écriture avec Jérôme. Du coup, j'ai développé beaucoup de méthodologies d'écriture avec lui. Et on continue aujourd'hui à travailler et ensemble sur certains projets et séparément sur des projets perso, quoi. Et qu'est-ce qui t'a surpris quand tu as vu le film pour la première fois? C'est qu'il soit réussi. Je vais être honnête. Il y avait une crainte que ce soit pas le cas? Forcément, quand on a écrit un scénario qu'on aime à ce point-là, on a quand même beaucoup bossé avec Jérôme. C'était la première fois qu'on allait au bout d'un projet dans le métrage qui était produit ensemble. Et on avait très peur qu'il y ait des choses qui soient ratées, quoi. Et le film était pour nous réussi de A à Z. Il y a pas de fausses notes. Et il y a des choses sur lesquelles juste a mis un accent plus prononcé. Donc tout ce qui est aspect social, il y avait des contrepoints d'humour dans le film qui ont complètement disparu. Mais ça, c'est pas du tout grave parce que c'était une tragédie de toute façon. Après, tout ce qui est des personnages, de l'image, c'est comme ça que je visualisais le film avec Jérôme. Donc vraiment, c'est ça qui est le plus surprenant, c'est que c'est le film qu'on voulait voir. Et ça, je m'y attendais pas du tout parce que les retours de scénaristes qu'on a, c'est jamais le film qu'ils voulaient. Alors, juste à un univers particulier, l'écologie était déjà là, mais je veux dire, sur l'aspect social est plus fort. Nous, je pense que si on l'avait réalisé, l'aspect genre aurait été plus fort. Mais après, c'est exactement la même histoire. Les personnages, on les visualisait comme ça. La grosse différence, c'est Karim, qui s'appelait Pierre et qui était un viticulteur du coin un peu bedonnant. Ça, c'était vraiment juste qui voulait avoir cette modernité-là, qui voulait absolument Sofiane dans le film. Et je trouve que l'idée marche super bien. Donc, on est d'accord.
Voilà, ça marche de façon géniale. Ou dans le scénario que vous avez écrit, c'est quoi la scène que toi tu préfères? La scène finale, parce que la scène finale, elle raconte tout le film en fait. Ce qui se passe entre la mère et la fille, c'est le film, il est là en fait. Et depuis le début, les sauterelles, c'est très important dans le film, mais c'est pas ça qui se joue. C'est le rapport entre la mère et la fille, et c'est ça qu'on n'a pas lâché dans l'écriture et sur lequel on a été focalisé. Quand on donne souvent l'exemple des oiseaux d'Hitchcock, c'est parce que nous, les rapports entre les personnages, c'est ça qui font un bon film de genre. Voilà, un de nos exemples, c'était La Mouche. Il y avait 3 personnages dedans. Ça a été vraiment une référence pour nous en termes d'écriture, en termes de sécheresse d'écriture. Comment est-ce qu'on écrit avec un co-scénariste? Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire à deux? C'est super excitant d'écrire avec Jérôme. On a passé 2 ans à se marrer, en fait. C'était aussi drôle à écrire que c'est dur à regarder, en fait, que le film est tragique. Ce que ça nous apporte, c'est que quand j'écris seul, j'écris des choses seul, mais d'être en face de Jérôme, j'ai tout de suite un retour. Donc au début, moi j'étais beaucoup plus à balancer des tonnes d'idées, des tonnes d'idées, des tonnes d'idées, et Jérôme à être très méthodique, méthodologique dans la structure. Et avec le temps, ça s'est transformé. Maintenant, on est assez dans l'équilibre là-dessus. Et à la fin, il y a des scènes qu'on a presque écrit à 4 mains. C'est-à-dire que on était en direct sur Google Doc et je me souviens, non, c'était sur Writer Duet, un autre logiciel, et on écrivait en direct en même temps certaines scènes. Mais la plupart du temps, c'était plutôt du ping-pong. Quand on écrit seul, en fait, on écrit un truc, on se dit ah c'est génial, puis après pendant une semaine on se dit non mais c'est pas bien, puis au bout de 2 semaines on dit ah c'est vraiment pas bien. On va beaucoup plus vite en fait à deux. Sans trop spoiler le film, est-ce que tu te rappelles d'un passage du script qui vous a posé problème et comment vous l'avez résolu? On avait une scène d'attaque du village par les sauterelles. On avait une grande scène de genre parce que notre producteur nous disait faut envoyer du bois, faut qu'il y ait une attaque de sauterelles, machin. Et à chaque fois qu'on arrivait dans le scénario, on se marrait. C'est-à-dire, on lisait le scénario, à chaque fois, on disait, putain, elle est bête, cette scène. Ils sont à la fête du village, ils vendent des crêpes aux sauterelles, et puis, ça se passe pas bien avec les gens du coin. Alors, en plus, j'ai pas besoin de vous dire que la scène était extrêmement chère. Et en fait, d'un seul coup, on s'est rendu compte que notre personnage principal n'existait plus. Elle faisait la fête du village pour faire plaisir à ses enfants. Alors que dans tout le film, elle est obsédée par sa mission qui est que ça fonctionne, les sauterelles. Et on l'a remplacée par la scène qui se passe chez Karim où il les amène pour leur faire voir un film ou voilà, qui est une scène beaucoup plus intime. Et donc cette scène, il fallait la virer et la remplacer par une scène intime, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Il renforce la relation entre Karim et les autres personnages. Et puis on avait besoin de ce père parce selon les versions, on allait plus ou moins loin dans une nouvelle famille parce qu'il pouvait y avoir une nouvelle famille avec lui. On voulait créer un peu cet espoir-là. Selon les versions, il y a des moments où il y avait une vraie histoire d'amour qui commençait pour vraiment faire croire au spectateur que elle va s'en sortir grâce à l'homme, mais non. Vous avez été sélectionné pour la semaine de la critique du Festival de Cannes. Vous avez reçu le prix de la critique et le prix du public à Gérardmer. Comment s'est passée cette expérience? Alors, malheureusement, Cannes, on n'y était pas. Donc, on avait le label, on était très contents. Moi, je suis allé à Cannes 10, 12 fois comme acteur et j'ai eu une fois une montée des marches pour le Scaphandre et le Papillon dans lequel j'avais joué. Et j'ai été coupé au montage, donc je l'ai découvert dans la salle. Et puis l'année où j'ai un film que j'ai écrit, il y a pas quatre. Donc c'est ça mon expérience. Mais bon, on est super content d'avoir ce label Semaine de la critique, hein, c'est quand même génial. Et puis après Gérardmer, moi je l'ai suivi à distance. On n'y était pas puisque c'était un festival virtuel. Là où on a été super content, évidemment, c'est prix de la critique et prix du public, quoi, pour un film de genre très particulier. Et moi, ça c'est vraiment une fierté. On est super content que les spectateurs aiment autant que la presse le film. Au début, tu nous parlais des masterclass et des méthodes auxquelles tu es adepte avec Jérôme. Et je voulais savoir quelles sont celles que tu trouves le plus utiles pour ta pratique de l'écriture. Alors déjà, pour rendre à César, c'est grâce à Jérôme parce que moi j'étais beaucoup plus bordélique avant et les méthodes, j'étais comme plein de jeunes scénaristes, ça sert à rien la méthode, jusqu'à ce que Jérôme insiste, lui qui est beaucoup plus mathématicien que moi, et donc il m'a vraiment ouvert à ça et on a fait le stage de Truby ensemble, donc l'anatomie du scénario. J'ai adoré sur les thématiques, etc. Ça nous sert énormément, mais en termes de structure, on utilise beaucoup plus Blake Snyder, Save the Cat. C'est des méthodes, plus on les étudie, plus on se rend compte qu'on ne les connaît pas, que en fait c'est pas des recettes. Il y a aussi un mec qui est génial, c'est Michael Arendt, si vous connaissez pas. C'est le gars qui a écrit Little Miss Sunshine et Toy Story 3 notamment, qui travaille pour Pixar et puis plein de grands studios maintenant. Son premier scénario, c'est Little Miss Sunshine. Et il explique comment il a étudié donc cette méthode qui s'appelle Insanely Great Endings. Et ça, je conseille parce que c'est vraiment sur les thématiques profondes de ce que véhicule un personnage et un film et pour un résultat d'une efficacité de malade. Et donc voilà, là, c'est les 3 méthodes Truby, Snyder et Michael Arendt que je regarde le plus.
avec un peu de Robert McKee de temps en temps, mais je le trouve moins complet que les autres. Mais comme le dit Michael Arendt, tools are not rules. C'est des outils, mais c'est pas des règles, quoi. Il n'y a pas de règles, mais les outils sont quand même très, très pratiques. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un apprenti scénariste ? Étudier les structures et étudier les méthodes. J'ai des jeunes gars qui m'envoient un scénario, que je fais une consultation, et je me rends compte qu'ils connaissent pas Brian De Palma, ils connaissent pas Fury, ils connaissent pas Carrie, et ils veulent refaire le même film, mais en moins bien. Donc je leur dis, allez d'abord voir ces films-là pour les digérer. Picasso, il s'est pas mis à faire de la peinture en gribouillant. Il a gribouillé à la fin, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Donc vraiment d'étudier, de bosser en fait. Il faut travailler, il faut étudier les structures, il faut les connaître, les structures dramatiques, les thématiques. C'est hyper important. Après, il faut être dans la créativité. Par moments, il faut tout foutre à la poubelle et se laisser aller. L'écriture, c'est comme l'architecture, quoi. Si on n'a aucune méthode, le bâtiment il va pas tenir debout. Enfin, malheureusement, le film va se faire, mais il va pas forcément être intéressant. C'est quoi tes prochains projets ? Alors là, je travaille sur une série, donc fantastique. Je peux pas en dire grand-chose parce que là, je suis en pleine Là, t'es au scénario aussi ? scénario et réal. On a plusieurs projets avec Jérôme. On a 2 projets qui nous tiennent à cœur de films de genre. Il y en a un qui est plus humoristique et l'autre qui est beaucoup plus dur sur le pouvoir des femmes, enfin sur les sorcières. Voilà. Puis là, je viens de tourner une web-série fantastico-humoristique qui s'appelle Je suis l'autre. Donc là, j'ai fait 14 épisodes de 4 minutes. J'ai un distributeur et puis donc ce sera une diffusion, plateforme, web, je sais pas trop. Mais c'est une série plus un public un peu plus ado. Ça se passe dans une société matriarcale et c'est un jeune mec qui a un double qui est macho et il a des crises de schizophrénie et il est terrorisé et il veut absolument tuer son double qui a priori vit dans une autre dimension, une dimension patriarcale où les hommes ont le pouvoir. Les femmes n'arrêtent pas de s'interroger, ah bon, c'est possible? Mais malheureusement, oui. Bref, voilà. Est-ce que le succès critique et les prix reçus par La Nuée, ça t'aide justement pour tes futurs projets ? Ah bah oui. Je veux dire, là, les producteurs, ils répondent. Pas tous, hein, et pas vite, pas forcément, parce qu'on n'est pas, voilà, j'ai écrit un scénario avec Jérôme, et grâce à Jérôme, et donc ils répondent, voilà, déjà. Donc on communique, je parle avec eux, j'ai des rendez-vous. Maintenant, après, pour que les projets se fassent, c'est encore reparti pour beaucoup d'heures de plaisir. Mais ouais. Merci d'avoir participé. Merci à vous, merci beaucoup, c'était chouette. Et puis, bon courage pour la suite de la promo et puis pour longue vie au film. Merci à vous. Merci à toi. Encore, et impatient d'entendre ce podcast et puis tous les autres. Ça a l'air chouette. J'espère qu'il y en aura beaucoup. On t'envoie le lien. Moi aussi. Salut. À plus. Ciao. Merci. Ciao. L'aparté étant terminé, nous reprenons la conversation avec Jérôme. Ça, c'était l'introduction de comment, mais après, la question, c'était comment on écrit le suspense. Ah oui. Je pense que là, c'est vraiment de la structure. Pour le coup, là, c'est de la méthode, en fait. Et vraiment très, très, très méthodique. Nous, Franck et moi, on a bien retenu à la fois Truby pour le parcours des personnages et Blake Snyder pour la structure, le fameux Save the Cat qui est super bon et super fun en structure. Ça permet vraiment de très, très vite prendre du plaisir pour imaginer une histoire, pour le coup, là, uniquement d'un point de vue de l'intrigue. Mais le gros challenge, c'est de pouvoir faire avancer l'écriture avec en parallèle l'arc dramatique du personnage, les 7 étapes de Truby pour ceux qui aiment Truby, avec les 22 étapes de, ou je sais pas combien il y en a, de la structure de Blake Snyder. Et c'est là-dessus que repose effectivement l'intrigue, parce que l'intrigue, à la fois, le moteur de l'intrigue, ça va être le personnage et les choix qu'il va décider de faire, et à quel moment ils interviennent en termes de tempo dans le film. Là, c'est vraiment de la structure, c'est les fameux le moment où tout est perdu, all is lost, midpoint, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment d'écrire avec 2 pistes. C'est un peu comme un logiciel vidéo ou un logiciel audio. Quand on édite, on a plusieurs pistes, et là, c'est pareil, on écrit avec Puisqu'on est dans la technique pistes. et qu'on parle de logiciel, est-ce que vous aviez utilisé un logiciel, genre Final Draft ou le logiciel de Truby même qui vend, ou est-ce que c'était juste un traitement de texte et vous vous échangiez des docs avec Franck? Il y a eu de tout en fait. Alors pas Final Draft parce que je le pige pas, ce logiciel, je le trouve plus compliqué que Word et on est haut quand même quand on parle. La dernière fois aussi. Léonie a dit pareil. Ouais. On est haut quand même parce que Word c'est quand même compliqué. Donc on a utilisé des logiciels de mind mapping.
Parce que ça permet vraiment de garder une vue d'ensemble et de structurer ses idées en représentation visuelle et de manière non linéaire. Ça, c'est indispensable pour comprendre ce qu'on fait quand on est en phase de conception et quand on est en phase de réécriture. Parce que la réécriture, c'est vraiment là où c'est crucial. Tu te souviens du nom pour les gens qui nous écoutent? Alors, il y en a un qui s'appelle Simple Mind, comme le groupe des années 80. Et il y en a plein. Il y en a un autre qui vient de sortir qui est vachement bien, qui s'appelle Miro. D'accord. Qui a en plus l'avantage d'être collaboratif, où on peut mettre plein d'images, d'assets multimédia, il est vraiment cool. Et puisqu'on en est au quart d'heure geek, moi il y a un logiciel que je surkiffe, ça s'appelle Causality, d'Hollywood Camera Work, qui est une boîte italienne, comme le nom l'indique. Qui pour moi est le nirvana, puisque c'est à la fois un logiciel d'écriture, donc un traitement de texte assez classique mais adapté aux particularités de l'écriture de scénario, mais aussi un logiciel de mind mapping et un logiciel de pistes de chaînage, de chaînage des différentes couches en fait de ton histoire. Et tout ça évidemment est synchronisé. Donc quand on modifie une scène, paf, ça le répercute dans le schéma de ton histoire, ou au contraire quand tu déplaces une scène dans ton histoire, ça va la modifier dans ton script, mais en t'avertissant éventuellement des liens de causalité. Et c'est bien le truc qui est important dans une histoire, c'est presque ce qui définit une histoire, c'est les liens de causalité. Donc c'est super agréable. Il y a plein de scènes qui disent beaucoup de choses sans dialogue dans ce film. Et on se demandait justement comment tu l'écris ça. Alors déjà, ça c'est vraiment de l'élagage au cours des versions. C'est écrire un scénario. Je pense que l'activité artistique la plus proche, c'est la sculpture. C'est-à-dire tu retires de version en version. On retire des dialogues, on les factorise. Ça c'est mon côté mathématique. Et c'est la même chose pour les personnages. Au début, quand on écrit, il y a trop de personnages, mais parce qu'on fait presque une fonction à un personnage, et puis après on s'aperçoit, non, il faut aussi factoriser les personnages, ça les rend plus riches, et la dramaturgie en gagne. Et puis après, ça c'est aussi le travail du réalisateur, de Juste Philippot, des comédiens, qui... parce qu'ils auront eu cette matière première qui est déjà assez relativement sèche, enfin assez pas trop verbale, vont pouvoir encore aller plus loin en dramatisant, ce qui est vraiment le propre du cinéma, c'est-à-dire en montrant sans expliquer avec des dialogues. Et alors, comme tu parlais de ça, il y a eu combien de versions? Est-ce que tu sais? T'as une notion? Alors peu. Puisqu'en fait on a eu 3 versions de script, donc la fameuse continuité dialoguée. La 3e version était la version de mise en prod. Donc assez peu, ouais. Ouais, assez peu, et sur une durée qui a été un peu moins de 2 ans d'écriture. Alors quand on est arrivé en résidence... Quand tu dis 2 ans d'écriture, c'est vraiment le moment où vous dites allez, on se met et on l'écrit, mais vous y avez déjà passé plusieurs mois, voire années à réfléchir au sujet, ou 2 ans à partir du moment où j'ai une idée de scénario et on arrive à la version finale? Alors ça, dans ce cas-là, ça ferait 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, moi il y a eu une première année où j'ai fait 1 ou 2 traitements et je creusais, je déblayais un petit peu le terrain. Le film, l'histoire à l'époque s'appelait Happy Meal, il y avait plus d'humour. Ça s'est appelé après Le Plat de Résistance. Donc là, on sentait qu'on allait un peu plus vers le Il y avait déjà des drame sauterelles à l'époque? Ah oui, le point de départ, c'était des sauterelles qui étaient carnivores et qui se rebellaient plus ou moins contre leur principal prédateur, qui était l'être humain. Et on était toujours dans un environnement qui était une ferme, un peu isolée. Donc là, il y a eu un premier travail pendant une année de conception qui m'a vraiment permis d'un peu mieux comprendre les personnages et où je voulais aller. Franck Victor est venu au bout de cette première année. On s'est inscrit à la première résidence d'écriture de films de genre SoFilm et on a été choisi. Et c'est à partir de là où il s'est passé un peu entre 1 an et demi et 2 ans pour écrire 3 nouvelles versions du traitement avec les résidences et 3 versions du scénario. Alors pour les gens que ça intéresserait, comment il faut faire pour être choisi dans une résidence? Alors ce qui est très bien avec ces résidences en fait, c'est que le choix s'est fait sur l'anonymat. Ah d'accord. Et c'était un groupe qui s'appelle les Lecteurs Anonymes, donc qui est un groupe de lecteurs de script en France qui ont fait des fiches de lecture comme ils font habituellement chez Studio Canal, Orange, SND, etc. qui ont fait une première shortlist et puis après il y a eu une deuxième sélection. Donc c'est vraiment sur le mérite du scénario uniquement, quoi. Bah oui, ouais. Super. Et quand tu parles de ta première version de scénario, tu dis bon, c'était les sauterelles, elles se rebellaient. Ça fait un peu penser à Arachnophobie, tu vois, on est enfermé dans une... film des années 80, voilà. Qui nous a traumatisés. Quand est-ce que la dimension peut-être de la partie plus sociale de cette femme qui doit faire un travail aussi sur elle-même, de deuil et tout ça, est arrivée? Alors je fais juste une petite digression sur Arachnophobie. Ouais.
Oui, en anglais, ça devait être Arachnophobia. Il y a eu celui-là, mais il y en a eu un plus récemment, moi, qui m'a vachement inspiré. C'était Phase 4 de Soulbase. Soulbase, grand graphiste des années 40, 50, 60. Il a fait de nombreuses affiches de films et des génériques de films, notamment ceux d'Hitchcock, donc très graphique. Et il a fait un seul film qui était celui-là, qui est un truc génial, avec des fourmis en fait qui décident de se rebeller contre l'humanité en fait en les attaquant à la hauteur, à la taille des fourmis, mais au nombre des fourmis. Et c'est hyper fort et très minimaliste. Je vous le conseille. Pas facile à trouver, mais je crois qu'il a été réédité en je crois DVD. qu'il est ressorti il y a pas longtemps. Et donc ta question. Ma question c'était, t'évoques donc une famille seule dans une ferme, des sauterelles qui se rebellent contre l'humanité, et puis finalement quand on voit le film aujourd'hui, quand même toute une question sociale, le travail de deuil de l'héroïne, il y a un truc sur la précarité, sur quand est-ce que tout ça est arrivé. Alors les sauterelles, l'aspect écologique, économique, on va dire, c'est la partie visible de l'iceberg, donc ça c'est le sujet en fait, et quasiment en même temps, juste un petit peu après dans le travail de conception de l'histoire, arrive la question de mais qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qui nous touche profondément, le fameux thème. Et là, on est tombé d'accord, Franck et moi, pour des raisons différentes, mais on se rejoint vraiment là-dessus. C'est ce qui nous intéresse, nous, c'est la construction ou la déconstruction familiale. Et c'est vraiment là-dessus profondément que le film est. D'où ce huis clos et cette réconciliation dans la famille. Donc l'écologie, l'aspect économique, la satire éventuellement capitaliste était là dès le départ. Mais c'est vraiment que la partie visible. Et je pense que plus le film avance, moins on parle de ça pour arriver au cœur de l'histoire. Et quand le réalisateur et le producteur, j'imagine, parce que le producteur il a dû dire ça va coûter cher, ça moins, on a des effets spéciaux, il va nous falloir des élevages de sauterelles. Quand tout ça arrive, comment ça modifie votre scénario ? C'est très excitant parce que ça permet encore une fois, de dramatiser, donc de moins en montrer et de mieux s'interroger sur la portée, sur le sens des scènes. Donc de refaire au moins une passe d'écriture pour mieux raconter. L'avantage des résidences au film, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui est inhabituel, qui est dès le traitement. On a rencontré une personne des effets spéciaux, on a rencontré une personne de Studio Canal qui sont venus nous donner leur point de vue à la fois de la faisabilité en termes de post-production et du positionnement marketing du film. Et ça nous a énormément permis d'arbitrer artistiquement. On n'a pas écrit en fonction des effets spéciaux ni en fonction d'un marché, mais d'avoir ces données qui habituellement sont des données auxquelles les auteurs n'ont pas accès parce qu'ils sont très 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 loin au début de la chaîne de pré-production, pour ainsi dire. Je pense que ça nous a permis d'arbitrer d'arbitrer rapidement et peut-être de gagner une version du scénario final. Juste Philippot, quand il a eu le scénario, il a dû faire face à des contraintes particulières de budget, de lieu, aussi une contrainte de type l'ADAS, c'est-à-dire que l'enfant qui joue Gaston à un âge où on peut pas tourner toute l'année, donc c'était pendant les grandes vacances, mais surtout il y a un nombre d'heures maximum par jour, donc il a dû aussi faire des petits ajustements pour pouvoir raconter l'histoire avec ces contraintes-là. D'où le côté vraiment collectif, je dirais, à trois de ce film. Et est-ce que c'est dur de tourner avec des sauterelles parce qu'elles jouent très très bien dans le film? C'est incroyable. Il y a eu un casting, hein. Ouais. Est-ce que alors, il y a des, je sais pas, il y a Il y avait un éleveur de sauterelles avec vous? Bien sûr. J'imagine qu'il y a des stratégies pour les poser à un endroit en particulier, des choses comme ça. Bien sûr. Alors, il y a un éleveur déjà qui, alors malheureusement les sauterelles c'est pas très domestique, donc ça se contrôle pas très bien. L'avantage c'est que c'est pas des sauterelles, c'est des grillons. Et d'ailleurs dans les élevages, dans les fermes agricoles d'insectes, ils ne prennent pas de sauterelles parce que ça va dans tous les sens, c'est ingérable. Les grillons, c'est pépère, ça reste sage, ça vole un peu, mais pas méchamment. Franck Victor avait visité des fermes d'élevage pour se documenter, et c'est ce lui avait dit tous les éleveurs. On a dit non, mais les sauterelles, on a essayé, c'est juste l'enfer. Nous, on a gardé les sauterelles parce qu'il y avait cette référence aux plaies égyptiennes, et puis il y avait un côté plus anxiogène, je trouve, que les grillons, mais ça, c'est vraiment un choix artistique et narratif. Les grillons adorent la banane, donc si on met de la banane, ils restent sagement à manger leur banane. Et puis, il y a eu trois façons de mettre les sauterelles
en images. Et ça, c'est des choses dont on a parlé avec la personne des effets spéciaux dès le traitement. Donc ça nous a aussi permis de voir ce qui était faisable et dans quelle mesure. Donc typiquement, il y a des vraies sauterelles, donc des vrais grillons. Il y a des insectes qui sont en plastique, mais sur les plans plus larges, ça va. Et puis il y a une dernière couche qui est la couche des VFX, donc des effets spéciaux digitaux qui permettent de rajouter la fameuse nuée. J'aime beaucoup l'aspect visuel du film, et ça c'est vraiment le travail remarquable de Juste Philippot, c'est que on n'a pas l'impression qu'il y a du numérique, et c'est non, ça fait pas cheap, ça fait pas faux. Il va très bien vieillir, ce film. On a l'impression tant que mieux, tout est tant vrai. mieux. Ouais. Et quitte à choisir, là c'est en tant que spectateur, je préfère les films où il y a pas de numérique, où il y en a peu, que ceux où on peut tout faire, et donc on le fait. C'est ça, c'était aussi intéressant finalement d'avoir un budget qui était limité. De la contrainte naît la création. Le fait qu'on puisse pas tout faire, ça nous oblige vraiment à nous poser les bonnes questions. Et puis la suggestion laisse l'imaginaire faire le travail, et des fois c'est encore plus efficace, quoi. On pense tous à Alien de Ridley Scott, hein, c'est vraiment même aux Dents de la Mer. Aux Dents de la Mer, on voit pas aussi, souvent. Son requin marchait pas, et du coup la plupart du temps c'était juste un aileron en plastique, et la musique et l'imaginaire fait le reste. Et les comédiens et la manière dont ils réagissent, dont ils transmettent leur peur, et c'est ça qui nous fait avoir notre suspension temporaire d'incrédulité. Le casting il est extraordinaire, on l'a pas dit, mais on a tous été bluffés en allant voir le film par la qualité des comédiens, et elle porte ce film absolument. Ah ouais, on est et les jeunes contents, et les enfants jouent très bien, ce qui est pas toujours le cas dans les films, et les deux sont très très bons. Bah ça, c'était vraiment un de nos soucis premiers à Franck et moi, c'est que ça joue bien, parce qu'on savait qu'il y avait des scènes qui étaient intimes, qui étaient complexes, et qu'il fallait pas louper en fait. Et on voulait vraiment pas que ça soit des émotions qui soient exagérées, comme on peut parfois voir, où les acteurs se mettent à halter et à dire des gros mots toutes les 2 minutes pour montrer qu'ils ont peur face à un dinosaure en phase 2. Donc, ce qu'on a fait en fait avec Thierry Lounas, le producteur, c'est qu'on lui a dit que on choisirait d'un commun accord le réalisateur. Donc, on a fait un casting de réalisateur d'une certaine mesure, où il y a eu des premières réflexions, et qui ne nous satisfaisaient pas, Franck et moi, parce qu'il y avait ce côté réalisateur de genre, donc très efficace, très très faiseur. Et nous, ce qu'on se disait, et Thierry Lounas était d'accord, c'est que le film repose sur ce conflit interne intime. Donc il fallait que ça soit, c'était ça le plus important. Le genre, il serait forcément mis correctement, voire réussi, mais c'était pas là-dessus qu'on misait. Et on est tombé sur Juste Philippot, qui avait fait une résidence Sophie, mais sur un court-métrage qui est un court-métrage de genre. Et puis surtout, on a vu un de ses premiers films qui était S'essouffle, qui est l'histoire en fait d'une mère et de sa fille qui n'ont plus d'argent et vivent dans une voiture, et on suit le parcours de cette jeune fille qui doit avoir 8-9 ans pour essayer de ne pas le montrer à l'école, et forcément c'est un petit peu complexe. Et c'était hyper touchant, hyper fort, et tout simplement juste entre cette mère et cette fille. Et c'est là où on s'est dit c'est juste, il va vraiment bien raconter notre histoire. On n'est pas du tout déçus. Mais quand vous avez commencé à écrire, vous vous êtes pas dit faire un film de genre en France, on part dans une galère directe, parce qu'on dit toujours que c'est pas possible en France, possible, que si tu fais pas de la comédie. Donc est-ce qu'en démarrant, tu t'es pas dit on le fait, mais il y a peu de chances que ça aboutisse? Alors nous, ça faisait 20 ans qu'on avait envie de faire du film de genre. On était ados dans les années 80-90, et on a été nourris à ce type d'histoire. Moi, je faisais des jeux de rôle quand j'étais ado, donc voilà, tout cet univers-là, c'est vraiment un univers que j'avais envie de raconter. Mais effectivement, il y a 5 ans, c'était c'était pas d'actualité. J'avais essayé d'écrire une comédie romantique pour UGC, qui finalement s'est pas faite. Et puis c'était peut-être pas le meilleur choix pour moi, mais il y avait pas moyen de faire autre chose. Donc quand on a vu cet appel aux résidences de genre, qui était soutenu par Canal+, le CNC, Wild Bunch, donc vraiment des acteurs importants dans le secteur, on se dit qu'il y a peut-être un truc qui change. Il y avait déjà un truc qui avait changé, c'était notamment Grave. Grave, oui. Ouais, qui avait ouvert un nouveau souffle de films de genre qui semblait plus exigeant, plus sauteur que les French Frayeurs qu'il y a eu dans les années 2000, qui étaient plutôt des produits et qui, je pense, ont desservi l'envie de genre en France. Après, il y a eu des films de genre français dans les années 90-80, mais c'était toujours une espèce de pépite, une exception, et puis
On se disait, non, ça reste pas la norme, et puis ça faisait jamais des millions d'entrées en salle, etc. Et puis le genre, c'est pas étranger de la France. Quand on prend Franju, Les yeux sans visage, Les Diaboliques de Clouzot, les films de René Clair, on est quand même bien en fait en histoire. Même sans parler du cinéma, on a tout un. Mais c'est vrai que là, La Nuée, ça a une notion, comme on disait tout à l'heure, un peu plus Hitchcockienne. Et du coup, c'est vrai que sur le pitch, on se dit pas c'est des Français qui font ça. On va dire c'est des Coréens, des Américains. Et puis on s'inspire en fait de multiples choses. Spielberg et Scorsese se sont inspirés de la nouvelle vague pour certaines libertés qu'il n'y avait pas dans le cinéma hollywoodien pour la digérer et produire des trucs de dingue. Nous, on s'est inspiré de Spielberg et de ses films des années 80 ou de Hitchcock. Et puis voilà. Netflix est arrivé vraiment après, juste en termes de distributeur. Ils n'ont pas eu de rôle avant que le film soit terminé. Ah non, c'est vraiment à la fin, c'était une vente Wild Bunch qui était un coup malin dans le contexte. Parce que là, le film est sorti au cinéma depuis mercredi 16 juin et il va être disponible partout dans le monde, ailleurs, sur Netflix. Donc un mois après sa sortie salle France. Voilà. Donc je sais pas quand l'épisode sortira, mais bientôt. Et du coup, avec tout ça, là, parce que quand même la critique est, on peut dire, dithyrambique, on peut dire ce mot-là, je pense que tu t'en rends compte. Netflix qui dit, bon, bah, moi je le prends pour le monde, est-ce que ta carrière a changé ? Est-ce que tout le monde t'appelle ? Est-ce que Spielberg t'a appelé ? Est-ce que tu peux nous dire des trucs sur ce que tu vas faire après, à part le jeu vidéo ? Je vous le dirai dans quelques temps si ma carrière a changé. En tout cas, c'est une période qui est vraiment super agréable. Effectivement, j'ai pas mal de projets d'écriture et ça c'est nouveau. Je peux un peu choisir dans une certaine mesure les projets sur lesquels j'ai envie de participer, ce qui est totalement nouveau et que j'osais pas imaginer il y a encore un an. Donc c'est des choix de projets. Ça débloque le long métrage que je veux faire, que j'ai écrit à peu près un petit peu avant La Nuée, mais en même temps que La Nuée, ça dépendait des versions, ou des Dents Longues, donc il y a un film de vampire en milieu de start-up, pour un petit peu mettre du poil à gratter sur la dictature du cool de ces sociétés au management moderne. Et là, c'est bien parti, puisque j'ai le casting, donc avec Déborah François dans le rôle principal, Nadia Fares dans le rôle de celui de la méchante vampire. On a un distributeur qui est Alba Film. Et là, tu réaliserais celui-là aussi ? Et là, je réaliserai celui-là, ouais. Et t'as senti que ça t'a facilité l'avancée de ce projet-là, le succès, en tout cas critique, de La Nuée. Oui, sans problème, ouais. Donc, c'est chouette. Youpi. Pour finir sur La Nuée, quelle est la scène que tu préfères dans ton script ? Et est-ce que c'est la même dans le film ? Et quelle est la scène que tu aimes le moins a posteriori ? La scène que je préfère le plus dans le film, c'est une scène qui n'était pas dans le script, mais que Juste a écrit parce qu'il devait justement, pour des raisons techniques et d'autorisation, simplifier un des personnages. C'est la scène en fait où Gaston, qui est le petit enfant, part faire son stage de foot et que c'est sa grande sœur qui l'accompagne et il attend sa mère qui ne viendra pas parce qu'elle est trop obsédée puis trop fatiguée par son travail. Initialement, Gaston devait rester tout le long de l'histoire jusqu'à la fin que je ne dévoilerai pas. Mais voilà, il y avait des autorisations, il y a des contraintes sociales et de protection de l'enfance qui ont fait ce changement-là. Et moi, je trouve ça vraiment brillant parce que ça résume vraiment le personnage. Enfin, c'est vraiment fait ça dans la logique protège du le personnage. spectateur aussi. Moi, je trouve que le fait de se débarrasser du plus jeune en termes de risque, ça a permis d'aborder la suite un peu plus facilement. Oui, c'est juste, ouais. C'est juste. Et celle que t'as le moins aimée a posteriori, mais pas forcément dans le film, peut-être dans ton scénario en lui-même. Hein. J'ai pas assez de recul en fait. Là, le film vient de sortir, donc on est en plein dedans. Il y a toujours forcément, j'imagine, a posteriori, des choses qu'on aurait pu mieux faire, mais pour ça, il faut du temps en fait pour être sorti un petit peu du film. Moi, ce que je peux vous dire vraiment en toute sincérité, et Franck et moi partageons vraiment ça, on a fait du meilleur qu'on pouvait. On est hyper content du résultat et fier, et là on peut le dire avec plus de sans pudeur puisque c'est la partie de Juste la réalisation. Et c'est comme le jeu des comédiens aussi, tu peux en être fier parce que c'est pas toi qui joues pour eux, mais vraiment ils portent le film, très content, hyper authentiques. Alors maintenant on va passer à des questions un peu plus techniques. On a parlé tout à l'heure des personnages. Une question qu'on aime bien poser, c'est comment est-ce qu'on s'assure du réalisme des dialogues ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'un dialogue sonne juste ? C'est quoi votre technique à vous ?
C'est le nombre de versions aussi, hein. Enfin, c'est la réécriture qui fait qu'un dialogue va sonner juste. Les premières versions des dialogues, c'est toujours beaucoup trop explicatif et les personnages n'ont pas encore leur propre voix. Nous, le moyen qu'on fait pour vérifier de la qualité, enfin de la véracité d'un dialogue et de sa simplicité, c'est déjà de faire des dialogues courts et que à chaque fois se demander c'est quoi quel est le désir de notre personnage, est-ce qu'il est en train de répondre à son désir. Et c'est ça en fait qui va créer la double lecture entre ce que le personnage veut mais ne va pas dire et ce qu'il est obligé de dire parce qu'on lui pose une question. Et il y a toujours cette dissonance en fait. Ce qui fait que le personnage va jamais vraiment répondre à la question qu'on lui pose, ou il va avoir toujours un plan caché, et ce plan caché, c'est le fameux désir. Je pense que c'est un moyen d'avoir des dialogues qui sonnent justes. Est-ce que vous les jouez entre vous? Est-ce que, par exemple, vous les dites à voix haute pour vérifier que c'est pas trop écrit? Très occasionnellement. Ouais. On n'a pas ressenti le besoin. Et puis, bien entendu, quand les comédiens font les répétitions, le mise en bouche, ils vont changer des choses parce qu'ils auront leur lecture, leur compréhension du personnage, mais elle ne sera pas diamétralement différente de ce qu'on a écrit si nos personnages ont bien été caractérisés. Et est-ce que vous êtes là à ce moment-là? Parce que nous, on parlait de Suliane Brahim, qu'on trouve vraiment extraordinaire. Ouais, fabuleuse. C'est terre de la comédie française, une grande actrice. Est-ce que à un moment, quand elle dit moi, cette phrase, je la verrai différemment, est-ce que ça se joue à un moment où tu es là encore, ou est-ce que ça se joue directement avec le réalisateur? On n'était pas là à ces moments parce qu'on s'était mis d'accord avec Juste pour lui laisser après l'espace nécessaire. Il est arrivé très tard dans l'écriture, puisque il est arrivé après l'écriture et il a eu peu de temps pour faire sa préparation et son tournage, donc faire le casting, les répétitions, les lieux. Enfin, c'était vraiment un rythme d'enfer. Ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a fait plusieurs sessions, plusieurs résidences. On en a fait 3 avec Franck, Juste et moi, où on s'est tous les 3 raconté l'histoire, fait des modifications pour que vraiment on puisse lui faire une passation qui soit la plus claire et simple possible. Est-ce que quand tu as vu le film pour la première fois, il y a quelque chose qui t'a surpris? Franck et moi, quand on a vu l'histoire, le film pour la première fois, il était monté, le mixage n'était pas encore tout à fait définitif. C'était quelques jours avant le premier confinement, donc en mars 2020. Donc on était anxieux parce que forcément, qu'est-ce que ça allait être? On a été happé par les personnages en fait pendant toute l'histoire et à la fin en fait on l'a applaudi, on s'est serré dans les bras parce qu'on était incroyablement content, ému de voir notre histoire racontée à la façon de Juste. Tout à l'heure, tu as parlé de Truby. Je sais que tu aimes bien aussi la méthode Pixar, que tu la connais bien et tout ça. C'est quoi le meilleur conseil d'écriture que tu as reçu? C'est d'avoir une histoire en fait. Et une histoire en fait, c'est un moteur dramatique qui est assez simple à exprimer, mais qui est complexe à formuler. Enfin, à trouver. Le principe d'une histoire pour moi, c'est un peu comme une équation mathématique. C'est A veut B, mais C l'en empêche. Donc on a A qui est un personnage principal qui veut quelque chose, qui veut B, et il va y avoir un adversaire qui va l'en empêcher. Ça paraît trivial, ça paraît simple, mais je vous assure, il y a plein d'histoires qui n'ont pas ça et qui se développent pourtant et malheureusement ne vont pas fonctionner parce que il y aura pas ce cœur en fait. C'est une autre manière de réfléchir au pitch. Donc c'est simple, une histoire, c'est un personnage avec un désir obsessionnel et un adversaire ou plusieurs qui vont l'en empêcher. Deuxième règle qu'on s'applique avec Franck, c'est de pas passer trop de temps sur la backstory. Parce qu'en fait, je pense que la backstory, ça sert pas à grand chose. De l'histoire ou des personnages ou les deux? Des deux, Les en deux. fait. Qu'on ait un contexte général, qu'on sache d'où on vient, bien sûr, mais une histoire, c'est toujours aujourd'hui et maintenant, c'est en ce moment. Donc, de savoir pourquoi tel personnage est devenu agoraphobe, c'est pas inutile d'avoir en 3-4 lignes la raison de son agoraphobie, mais j'ai presque envie de vous dire, même si on n'a pas la raison, ce qui compte, c'est maintenant. Elle est agoraphobe, comment elle va vivre au quotidien son agoraphobie. Et je sais qu'il y a des scénaristes ou un peu plus des comédiens, mais je peux plus comprendre les comédiens qui vont en écrire des pages et des pages sur l'enfance, la jeunesse. C'est pour avoir de la matière pour leur jeu, quoi. Ça, je le comprends plus pour les comédiens, et encore.
Mais je pense que c'est beaucoup d'énergie et de dispersion par rapport à ce qu'il faut écrire. Ça, c'est un point qu'on a déjà relevé dans l'épisode précédent du podcast, où on parlait de la description des personnages dans les projets. Tout à fait. On reçoit des projets BD, et il y a un synopsis qui est souvent assez court et pas assez étoffé, et après on va avoir 10 pages de description de personnages, alors avec le personnage de face, de dos, de profil, ce qu'il a mangé le matin, ce qu'il aime, ce qu'il écoute comme musique. On dit, mais raconte-moi une bonne histoire qui fait vivre tes personnages et je les rencontrerai. J'ai pas besoin que tu me montres que tu as travaillé là-dessus si t'es pas capable de le faire vivre dans ton histoire. Donc, On trouve la même chose dans les bibles de séries où c'est assez proche et c'est très orienté backstory. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et maintenant? C'est quoi le désir du personnage? C'est un peu plus faible. Alors que c'est ça qui est le plus dur, le plus difficile à trouver et que ça soit simple, que ça soit factuel. Il y a un grand conseil, moi, que j'adore de Blake Snyder. Dans un de ses bouquins, il met pour savoir si votre histoire fonctionne, imaginez-vous la pitcher à un homme des cavernes. Donc, on enlève finalement toutes tous les habillages, les costumes, la technologie, le contexte pour revenir sur simplement une personne qui a un problème ou qui a un conflit avec un autre humain. Et c'est ça en fait une histoire. Et une bonne histoire, un homme des cavernes peut la comprendre. Même s'il sait pas ce que c'est que des sauterelles ou de l'élevage ou un ordinateur. Et vous prenez Star Wars, ça marche auprès d'un homme des cavernes, voilà. Il y a ton père qui a trahi ta famille et qui est devenu le plus grand méchant de l'univers. Qu'est-ce que tu fais? ça, c'est il y a un livre qui s'appelle The Golden Theme, et c'est le thème en or. Et tout le livre, je pense que ça fait 120 pages, alors c'est très américain, c'est très mis en scène. Tout le livre ne donne qu'un seul conseil, c'est-à-dire de quoi est-ce que ça parle en une phrase. Et donc, c'est qu'est-ce qui te reste à la fin quand t'as fini le livre, quand t'as fini de regarder le film. Alors, c'est quoi la morale de l'histoire? Souvent, les gens se disent la morale au sens le bien et le mal. Non, non, pas du tout. Quelle est l'idée qui parle de toi que tu emportes avec? Et ça, je pense que c'est fondamental, quoi. Et à propos de thème, l'autre obsession qu'on a avec Franck, c'est justement de connecter tout, absolument tout, au thème. Une fois qu'on a défini notre thème, éventuellement la valeur opposée, la valeur ironique qui permet d'avoir plusieurs déclinaisons conceptuelles du thème, nos personnages, nos dialogues, nos scènes, notre arène, et connectés par une association d'idées au thème. Ouais, et ça se voit, je trouve, dans la relation presque amoureuse qui se crée entre les personnages dans le film, puis après qui évolue, mais je trouve qu'il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, oh, ça c'est un peu facile, c'est un peu pathos. Vraiment, on voit ces personnages et leur distance varier en fonction des moments du film, et en même temps, ça converge vers la fin de manière très directe, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très réussi. Merci. Et ça crée quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est une maîtrise du rythme qui est superbe, parce qu'il y a beaucoup de films où des fois ça va trop lentement ou alors ça va trop vite. Et là, j'ai trouvé qu'à chaque fois, les scènes s'arrêtaient pile au moment où elles devaient, que les dialogues ne disaient pas plus que ce qu'ils avaient besoin de raconter. Et ça, c'était vraiment appréciable parce que du coup, on est embarqué et le rythme tient le spectateur du premier plan jusqu'au dernier, et t'es happé, quoi. Merci, grande leçon d'Hitchcock. Hein. C'est quand le personnage a résolu son problème, bah ça y est, on arrête le film, générique. Hein. Je pense par exemple aux oiseaux. Les oiseaux s'arrêtent brutalement, mais parce que en fait, l'héroïne a résolu son problème principal. Enfin, est rentrée de plein fouet dans son problème principal. Elle n'en est pas sortie. Elle est entourée de la belle-mère et de son mari, et elle sera à jamais. Elle perd sa singularité dans cette famille qui a été créée. Les oiseaux n'attaquent plus. Ça, c'est intéressant parce qu'on s'est posé la question de cette fin brutale. On va pas dévoiler la fin, mais dans La Non. Nuée, il y a une fin qui tombe comme un coup près et qui est très forte. Et c'est assez opposé, par exemple, à, je sais pas, au Seigneur des Anneaux, où au final, pour ceux qui ne sont pas contentés de regarder le film, mais qui ont lu le livre, on a donc lu je ne sais combien de centaines de pages quand on arrive aux 2/3 du 3e tome, et on se dit, bon, il a jeté l'anneau, c'est fini! Et il reste encore 300 pages. Oh, Ou une demi-heure de film. Voilà, et c'est le retour dans la comté. Et en fait, ouais, mais moi je pense que c'est nécessaire. Non, C'est-à-dire mais- que Frodon, son but, en fait, lui, il a pas envie d'y aller. Il est bien chez lui. Il aime pas les voyages. Donc, moi, j'ai pas senti ça comme un épilogue. C'est-à-dire qu'il avait résolu son problème externe, qui était faut jeter l'anneau, mais il veut juste redevenir quelqu'un de normal. Alors moi, c'est un je peu l'ai comme plutôt Ulysse, en senti fait. comme une manière de montrer le changement, d'appuyer, tu vois, le retour de Sam, qui est sur son cheval à ce moment-là, qui est un peu plus sûr de lui et tout ça. Pour moi, c'est de dire, regardez, finalement, effectivement, la quête, c'était pas jeter l'anneau, c'était changer.
et regarder comme ils ont changé, et tu vois, les ramener dans la comté. Parce que la comté, au démarrage du Seigneur des Anneaux, pareil, c'est plusieurs centaines de pages où on a toutes les sortes de tabac, de machin. Donc, les faire revenir dedans dans un temps long. Mais il n'y a pas cette cassure, tu vois, on reste longtemps avec eux. Alors là, tu parles du roman Oui. aussi, donc là, il y a une différence de médium. L'écriture. On n'a pas au cinéma, le rythme est imposé, donc faut pas embêter le spectateur. Si le roman est un petit peu long, tu peux y revenir le lendemain. Si le film est trop long, t'auras pas de recommandation. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la fin du film Seigneur des Anneaux trop longue. T'as pas l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup de films, aujourd'hui il y a beaucoup de films qui durent 2h40, 2h20, il y a beaucoup de films qui savent pas se terminer. Ah ouais, moi j'aime bien les films assez courts, sauf s'il y a de l'intérêt. Tu prends par exemple Cameron, ses films sont super longs, mais il n'y a pas de longueur. Mais il a des trucs à dire, et il dit bien. Bon, à propos de on aime pas, c'est quoi la dernière histoire qui t'a marqué, qui t'a vraiment plu, où tu t'es dit, ça c'est vraiment bien raconté? Alors il y en a plusieurs. Alors la toute dernière, qui est quasiment mon premier film de réouverture du cinéma, c'est The Favor de Florian Zeller. J'ai été hyper touché, bouleversé, et puis il y a une dimension horrifique un peu dans le film, et j'ai trouvé que c'était tellement malin de raconter l'histoire du point de vue d'une personne qui perd la mémoire sur un contexte qui est finalement assez classique en tout cas, et ça apportait vraiment une très très grande originalité, et ça fonctionne incroyablement bien en film. Et t'as dit il y en a plusieurs, tu pensais quelque chose? Il y en a plusieurs, alors il y a Nightingale, attends, je vais retrouver. The Nightingale, de la réalisatrice qui avait fait Babadook. C'est un film qui... Babadook, Mike et moi, on regardera jamais, je te le dis. Ah non, il est trop bien. Il faut savoir que... C'est quoi? C'est un truc qui fait vraiment peur. Ah, ouais. Faut que tu saches quand même que, pour te donner un niveau et pour que les gens qui nous écoutent comprennent, moi, le sixième sens, ça me terrifie pendant des semaines. La gamine qui traverse le couloir, ça m'empêche de dormir pendant des semaines. C'est le niveau haut de ce que je peux m'infliger. Donc, Bon, effectivement, Babadook, ça fait bien peur, mais c'est au service... Enfin, c'est un vrai conte horrifique, quoi. C'est au service d'un thème. Et son dernier film, donc The Nightingale, c'est une jeune femme dans un territoire, dans une des colonies britanniques, je pense au XVIIIe siècle, et ils vont avoir un enfant, ils ont un petit enfant, son mari essaye d'obtenir les grâces du capitaine, et puis finalement il y a un problème entre lui et le capitaine, donc son mari est tué. C'est toujours pratique à cette époque-là de tuer des gens. Mais le capitaine ne s'arrête pas là, il va violer la femme et tuer l'enfant. Bon, on est dans un contexte quand même bien dramatique. Et ça va être le parcours de vengeance de cette femme qui ne s'arrêtera jamais, tel un Terminator en fait, et ira jusqu'au bout de la vengeance de sa famille. Bon, dit comme ça, c'est assez générique, mais il y a une telle qualité d'écriture et de finesse du personnage. Il y a une polémique autour du film sur la violence déversée. Ça a l'air vraiment sans concession, quoi. Bah les scènes violentes sont très violentes, ouais. Mais bon. Bon, et si on doit donner des conseils aux gens qui nous écoutent, c'est quoi les quelques livres à ne pas rater pour écrire des bons scénarios? Voilà, ça c'est une liste qui est subjective et non exhaustive. Je vais parler un petit peu de moi, de mon processus de l'écriture. Celui qui m'a permis de me débloquer et d'écrire un petit peu moins des histoires au fil de la plume, en me disant « Ah tiens, ça va être rigolo, qu'à un moment il se passe ça, et puis ça, sans vraiment de logique ». C'est l'anatomie du scénario de Truby, qui est probablement le livre que je préfère et les outils que je préfère, parce que je trouve qu'ils sont simples, très orientés psychologie des personnages, donc très caractère-driven, comme disent les Américains, et surtout très simple. Par exemple, les 7 étapes de l'arc dramatique du personnage, c'est simple et c'est puissant, parce qu'en fait, c'est juste... c'est ni plus ni moins qu'un modèle de psychologie appliquée qu'on peut tester sur nous-mêmes ou sur les gens qui nous entourent en permanence au quotidien. Donc ça veut dire que cette modélisation fonctionne. Et ça permet vraiment de bien caractériser les personnages et de leur donner un but et donc une logique dans l'histoire. Donc ça, vraiment, on utilise ça en permanence. Nous, on est assez fans de Truby. Mike, il a fait ses masterclass. Moi, j'ai lu l'anatomie du scénario. Jérôme aussi a fait la masterclass avec John. J'ai tout fait. Mais la principale critique qu'on entend de la part de ses détracteurs, c'est que Truby, ça systématise des choses qui finissent par devenir des recettes mal appliquées. T'en penses quoi, toi? Ouais, bah ça, c'est toujours... c'est un peu des
c'est un peu de la critique passe-partout. Enfin, c'est de la critique qui est pas constructive. Enfin, n'importe quelle méthode dans ces cas-là va limiter les choses. Pour ma part, plus j'avance dans la logique, la science, la méthode des narrations, plus j'utilise les méthodes. Plus j'utilise les outils en fait. Et mieux je les comprends. Si vous voulez, c'est comme si on disait la musique, le solfège, franchement, et l'harmonie, ça limite la création musicale. Alors il y a effectivement des musiciens qui ont cette espèce d'intuition qui a été certainement travaillée au cours de nombreuses années où ils ont baigné dans la musique. Et puis il y en a d'autres qui au contraire sont très méthodiques et ça donne des choses tout aussi bien. Et à part Truby, t'en as d'autres qui te paraissent incontournables? On parlait de Save the Cat. Donc oui, Save the Cat de Blake Snyder, c'est intéressant et c'est rigolo, ça c'est ludique pour structurer grosso modo. Vous pouvez peut-être parce qu'en plus toi tu m'as dit c'est marrant dans le film, dans la nuée. Mais on veut pas spoiler. Ils veulent pas spoiler. Bon. Mais vous pouvez peut-être rappeler le concept de Save the Cat. Alors, pour les gens qui concept de appellent. Save the Cat, oui, c'est un des exemples utilisés au cinéma pour rendre un personnage sympathique, c'est de lui faire sauver un chat au début du film pour le rendre sympathique. Alors, c'est une image pour dire il faut qu'il accomplisse une tâche noble pour sauver un petit animal ou quelqu'un qui est sans défense, pour montrer que c'est quelqu'un de bien. Il y a certains scénaristes qui s'amusent à le faire littéralement. C'est le cas de Alien, par exemple, où Ripley passe son temps à sauver un chat alors qu'il y a... scène qui me fait détester cette partie d'Alien. Alors qu'il y a le fait qu'elle pose son flingue pour aller chercher son chat, j'ai toujours trouvé ça complètement et c'est complètement un clin d'œil de scénariste pour les autres scénaristes. Dans The Incredible, pareil, le héros au début du film va littéralement sauver un chat dans un arbre et après ça se manifeste. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, sans spoiler le film, c'est qu'il y a un clin d'œil à Save the Cat dans le scénario ou pas du tout. Je vois pas comme ça. Alors, je vais biper. Hein. Pour les gens qui écoutent, je suis désolé, je veux pas vous spoiler le film, ce sera bipé. Mais le personnage principal, à un moment donné... Intéressant, mais clairement, ni consciemment, ni inconsciemment. Techniquement, les gars, Save the Cat, ça intervient dans les premières minutes. Oui. Donc, Alien... C'est pas un bon exemple. Non, parce que ça arrive à la fin. Donc c'est pas parce que c'est un chat et qu'elle le sauve que c'est Ah non, mais moi, à l'époque où j'ai vu Alien la première fois, je connaissais pas les livres de structure. Juste, je me suis dit, elle sait que l'alien est au bout du couloir, elle a un flingue, elle lance-flamme dans les mains, elle sait qu'il y a le chat. Pourquoi est-ce qu'elle pose son moi, je flingue? compris parce que c'est le seul truc qui la rattache à l'humanité. Non, mais qu'elle aille le chercher, je comprends, mais pas sans son arme. Ah oui, oui. C'est un détail. Oui. À ce moment-là, j'ai pas pensé. Ok, bon point. Non, et puis pour revenir donc à Save the Cat, le titre de cette méthode est rigolote et effectivement, il y a un des points qui est cette possibilité de montrer un geste plutôt positif, enfin avec des valeurs positives et désintéressé du personnage principal, ce qui permet après de pouvoir le charger en éléments et en valeurs négatives, parce qu'on se rappellera qu'il a fait quand même quelque chose de bien. Donc au final, c'est quelqu'un de bien. Mais ça, c'est vraiment un des points de la méthode. C'est pas du tout un point crucial et nécessaire. Moi, ce que j'aime bien dans cette méthode-là, c'est que ça structure de manière plus ludique, plus créative et plus inspirant les 3 actes qu'on a appris à l'école. 3 actes qui sont d'ailleurs toujours vrais. Mais quand on me dit dans les 3 actes, pourquoi il y a 3 actes dans une histoire, c'est parce qu'il y a un début, un milieu, il y a une fin. Et ça, pendant des années, je me suis dit, mais ça me sert à rien du tout. Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait un début, un milieu, une fin dans une histoire. Je peux rien en faire. Oui, les saucissons aussi. Et bon, voilà, on s'en Voilà, la banane aussi, bon, bref. En revanche, Snyder, lui, il dit, déjà, l'acte 1, c'est la thèse. Donc déjà, la thèse, ça me parle plus parce que c'est plus connecté au thème. L'acte 2, c'est l'antithèse. C'est ce qu'il appelle le monde sans dessus-dessous. Là aussi, ça m'inspire beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'effet poisson hors de l'eau. On a créé un personnage avec ses valeurs qui ne demandent qu'à s'écrouler. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans l'acte 2. On va pousser notre personnage dans sa chambre de torture, où on va lui forcer à être confronté à son pire cauchemar, à sa plus grosse faiblesse. C'est bien l'antithèse. Et l'acte 3, effectivement, est la résolution des problèmes avec la thèse revient à être finalement qu'est-ce qu'on veut, quel est le thème du film, quelle est la morale, ce qu'on va retenir, quelle est la vision des auteurs sur un point précis de l'humanité. Donc ça, c'est au point de vue macro. Et après, la grande force de Snyder, c'est d'avoir découpé différents points de passage dans les 3 actes qui permettent de beaucoup mieux structurer son histoire et de développer vraiment sa créativité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut voir ça comme des outils
qui permettent de développer la créativité. Un stylo, c'est pas une méthode, c'est un outil. C'est la même chose pour les différentes méthodes ou les différentes théories qui existent en narration. Mais c'est pratique pour écrire. C'est pratique et c'est ce qui donne vraiment le fun, l'impulsion et l'envie d'écrire, et ce qui au final donne des choses toujours logiques mais surprenantes. Ouais, je trouve ça aussi très pratique pour réécrire. Complètement. Je pense que c'est une grammaire hyper utile quand je travaille avec des auteurs et que, par exemple, on arrive sur la fin d'une histoire et que la fin est bancale. Bien souvent, la fin est bancale parce que la prémisse dans l'acte 1 est mal mise en place. Du coup, on ne sait plus ce qu'on veut raconter à la fin et comment se raccrocher. Et le fait d'avoir cette grille de lecture et ces outils, ça permet d'avoir la grammaire pour aller chercher les bonnes corrections au bon endroit. Mais quand j'ai fait la formation de John Trubich, je discutais un peu avec mon ami John pour faire un peu de name-dropping, mais il me disait, à aucun moment, je pense que ma méthode est une recette et qu'il faut l'appliquer du début à la fin aveuglément. Je pense que d'abord, il faut écrire une histoire, il faut écrire ce qu'on a dans les tripes, et après, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et on peut réparer ce qui ne va pas grâce à ma méthode. Ouais, c'est pas faux. Et à propos des fins, justement, Yannick, il y a Michael Arndt, qui est l'auteur, le scénariste de Little Miss Sunshine, de Toy Story 3, il fait d'autres boulots, qui a fait une série de vidéos sur son site qui sont absolument géniales pour structurer et expliquer comment on articule une fin. Il prend comme exemple la fin de Little Miss Sunshine, il prend comme exemple Star Wars 4 et le lauréat. Donc vraiment des styles différents et vraiment toutes les résolutions thématiques des différents personnages, c'est vraiment une mécanique qui est extrêmement précise, qui est de l'ordre de la montre suisse, et qui l'explique incroyablement bien dans cette vidéo. Je vous conseille vraiment de la regarder. On peut trouver, tu te rappelles du nom ? Alors c'est Michael Arndt, c'est The Good, The Bad et... Attends, je trouve trouvé. Non, attends, je chercherai, je le mettrai en lien dans la description. C'est The Good, The Bad, Enfin bref, il reprend le titre du western de Sergio Leone pour terminer avec la fin super. En fait, la mauvaise, la bonne et la géniale fin. On mettra le lien dans la description du podcast. C'est ça. Et bien justement, puisqu'on est en train de parler de fin, on arrive à la fin du podcast. Alors comme on a commencé avec une prémisse qui était « Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ?» On va se quitter avec une question qui est « Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut démarrer et commencer à écrire des scénarios pour le cinéma ?» De voir plein de films, de lire plein de scénarios et de lire plein de bouquins. Ah ouais, on peut peut-être expliquer qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont mis en ligne gratuitement. Ouais, même des Français, ça se trouve de plus en plus. Ouais. Et que c'est comme ça en fait. Puis évidemment après il faut pratiquer, il faut commencer par des petites histoires sur 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, un court métrage, parce que ça s'écrit vraiment de la même façon que ça fasse 2 minutes ou 1h30 ou 50 heures dans un jeu vidéo par exemple. Et quand on a quelque chose qui nous paraît bien, qu'est-ce qu'on fait ? On l'envoie à qui ? Ça c'est compliqué hein. On le fait lire déjà à des amis, on en parle à des amis, on le pitch à des amis, parce que en fait on a tous un gros avantage en tant qu'être humain, c'est qu'on est capable de reconnaître intuitivement une bonne histoire d'une mauvaise histoire. Ça a un rapport avec nos capacités cognitives, on en parlera une autre fois peut-être, mais une personne n'a pas besoin d'être scénariste pour juger de l'intérêt d'une histoire. Autrement dit, pitchez déjà vos envies avec le principe A veut B mais C l'en empêche à vos amis. Si vous sentez qu'ils sont là, ah ouais, et qu'est-ce qui se passe après ? C'est bon signe. C'est bon signe, vous pouvez le développer. N'allez pas plus loin, sinon ça va être de l'énergie et de la frustration. Bossez votre pitch. Et une fois que les amis ont validé, après, on l'envoie à qui ? On écrit un traitement, donc de 5-10 pages. Ça, c'est hyper important à spécifier, parce que ça m'arrive dans la bande dessinée, j'imagine que ça arrive chez les lecteurs aussi. Un envoi non sollicité, c'est très difficile de se dire « Ah bah tiens, j'avais que ça à faire de lire 80 ou 100 pages de scénario. » Dans un premier temps, il faut expliquer un traitement en 4 ou 5 pages pour qu'on puisse se dire « C'est une histoire que j'ai envie de lire ou pas. » Sinon, on est à peu près sûr que le scénario va rester sur une pile pendant très longtemps. Et il y a 2 raisons pour pas le faire, c'est que quand on est tout seul, aller jusqu'à la V1, c'est-à-dire sans des gens qui vont faire des retours précis et circonstanciés, ça sera pas une bonne V1 en fait. J'en ai fait des tonnes des mauvaises V1 parce que je pensais qu'il fallait envoyer ça. Et surtout, quand on écrit un bon traitement, on a 80% de son histoire, puisque écrire un traitement, c'est la partie la plus longue
puisqu'il y a toute la partie avant le traitement qui est de la conception de l'histoire, qui là est à base de fiches, de points, de lignes courtes, avant de se lancer vraiment dans l'écriture. Donc après, vous l'envoyez au producteur. Il y a des producteurs qui vont vous dire ah ouais mais bon ton traitement est pas mal mais j'aimerais bien avoir un petit peu ton style d'écriture. Ça c'est de la foutaise parce que si l'histoire est bonne, ils seront convaincus en 10 pages. Très bien. C'est le mot de la fin. Merci Jérôme. Merci de votre accueil, cher Michael et cher Yannick. Et on se retrouve bientôt Yannick. Avec un auteur qui fait rire. Merci de nous avoir écoutés. On ne peut que vous conseiller d'aller voir La Nuée au cinéma avec d'excellents acteurs, Suliane Brahim, Sofiane Kames, Marine Arbonne et Raphaël Roman. Le film est réalisé par Juste Philippot. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur votre plateforme préférée, nous laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. On ira les lire, on en est très friands et ça aide notre podcast à être plus visible. Vous pouvez également nous aider en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Merci. Et à bientôt.